Approchez, approchez, et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Santo contre les femmes vampires. On regarde ça. Where am I? Santo contre les femmes vampires est un film mexicain d'action et d'horreur sorti en 1962 et réalisé par Alfonso Corona Blake. Je suis pas familier avec ces films. Il semble en avoir réalisé à peu près 27. J'en ai vu seulement 2, donc Santo contre les femmes vampires et Santo contre le musée de tir. El Santo, de son vrai nom Rodolfo Guzman Huerta, est un lutteur luchador qui est considéré comme un des plus grands athlètes dans le sport mexicain et qui est encore admiré aujourd'hui comme une icône, une légende, un héros du peuple et même un symbole de la justice. Son nom signifie le saint, mais il est souvent appelé El Enmascarado de Plata, qui veut dire le masque d'argent. Badass! Sa carrière de lutteur a perduré pendant plus de 50 ans, qu'il a partagé aussi avec une carrière d'acteur où il a joué dans plein de films de luchador où Santo justement se battait contre différents types de monstres, que ce soit des vampires, des loups-garous, des zombies, des savants fous. Nomme-les, il a fait un film là-dessus. Mais il a aussi fait beaucoup de films où c'était purement espionnage, action, un peu à la James Bond, années 60-70. Il a même fait un film western, donc dans le El Santo versus The Riders of Terror. Voir Santo sur un cheval avec des cowboys, c'est vraiment fucking malade. Il a joué dans 53 films entre 1958 et 1982. Il y a aussi eu une bande dessinée qui est sortie, qui lui était dédiée. Et tout ça, en plus de sa vie personnelle, où il a eu 11 enfants avec sa femme. Ce gars-là était productif en tabarnak. Santo était vraiment très reconnu pour ne jamais avoir enlevé son masque et d'avoir extrêmement bien dissimulé son identité. Un truc qui est très important pour les luchadors masqués. Se faire enlever un masque, surtout pendant un match, c'est quelque chose de très irrespectueux. Donc, même certains disent que ses propres enfants ont longtemps ignoré qu'il était Santo. Quand il devait prendre un avion, il prenait un avion différent de toute son équipe et de son entourage pour que ces gens-là ne puissent pas voir son visage lorsqu'il devait enlever son masque pour les douanes. Il a enlevé son masque seulement une fois publiquement dans une émission de télé en janvier 1984, une sorte d'adieu à ses fans puisqu'il avait pris sa retraite vraiment très peu de temps avant. Puis personne n'était au courant, même l'animateur du show était pas au courant, donc vous pouvez voir la scène sur YouTube, tout le monde est pris au dépourvu. Donc il a fait ça, comme je disais, pour faire un adieu à ses fans. Il meurt d'une crise cardiaque seulement 10 jours après le dévoilement de son visage. Il a été enterré avec son masque dans des funérailles nationales et avec plus de 10 000 personnes qui sont venues lui dire adieu. Personnellement, je suis un très grand fan de Santo. J'ai énormément de respect pour lui, autant pour l'homme que pour le professionnel. Aux États-Unis, à l'époque, il y avait seulement 4 films de Santo qui ont été doublés et distribués pour le public américain, dont celui dont je vous parle aujourd'hui, qui est d'ailleurs en fait un de ses plus populaires. Mais les distributeurs avaient décidé de changer son nom pour Samson, pour peut-être américaniser un peu, mais profiter aussi de la vague de succès du film italien du même nom. En France, le film avait été renommé Superman contre les femmes vampires. L'histoire commence avec l'éveil de la grande prêtresse d'un culte de femmes vampires qui dorment depuis 200 ans. Tundra, interprétée par l'actrice péruvienne Ofelia Montesco, a pour mission de réveiller le culte ainsi que la reine des vampires, Zorina, interprétée par Lorena Velasquez. Le Seigneur des Ténèbres veut rappeler Zorina à ses côtés dans les profondeurs et a donc nommé une femme humaine du nom de Rebecca pour succéder à la royauté des femmes vampires. Pourquoi il n'a pas choisi une femme qui était déjà vampire dans le culte? La mission, il y a 200 ans, avait échoué et Tundra et ses 3 esclaves doivent maintenant kidnapper la descendante de Rebecca, Diana, qui porte la marque des vampires. Une tache de naissance en forme de chauve-souris. Non, je ne me fous pas de ta gueule. Tundra doit la transformer en vampire et faire une cérémonie pour accomplir la prophétie. Le père de Diana, le professeur Orloff, qui a étudié la malédiction de sa famille,
appelle le grand Santo pour que celui-ci protège sa fille et mette fin une fois pour toutes au carnage des femmes vampires. De la vingtaine de films que j'ai vus de Santo, Santo contre les femmes vampires est vraiment mon préféré. C'est peut-être un peu à cause que c'est le premier que j'ai vu de la franchise, mais en même temps, il y a de quoi dans ce film-là qui me parle vraiment beaucoup. L'atmosphère du film ressemble beaucoup au film britannique de la compagnie Hammer. Le set du château des vampires est vraiment nice, avec toute sa poussière et ses fils d'araignée. L'histoire est vraiment cheesy, mais tu sais, ça fait tellement partie du charme du film. Puis ce charme-là, je trouve qu'il se dégage avec beaucoup de petits détails dans le film. Comme le fait que Diana est parfaitement identique à son ancêtre, jusqu'à avoir la même coupe de cheveux. Je veux dire, je pensais pas qu'il y a 200 ans, c'était populaire cette coupe de cheveux-là. Et le fait qu'elle joue du piano, mais que ça paraît tellement qu'elle joue n'importe quoi. Les transformations de vampires en chauve-souris en plastique, voir Santo avec son masque et son habit de luchador super-héros dans des discussions avec du monde en soute puis en cravate, le fait que les vampires ont une réflexion dans le miroir mais qu'on les voit avec leur face de monstre, le fait que Santo poursuit un vampire qui décide de courir au lieu de se changer en chauve-souris comme toutes les autres fois dans le film, puis qui essaye de se cacher en arrière d'un building pour enfin tomber face à face avec une croix. Puis là, il y a tellement la chienne qui brûle. Ça arrive, ces choses-là. Le fait que le professeur communique avec Santo par ordinateur avec une caméra qui est fixée sur son char, on associe souvent ça avec la série Batman avec Adam West, mais cette série-là est sortie en 1966, donc Santo devance Batman. Dindin la chauve-souris! Puis quand on voit le char, il y a comme fucking pas de caméra sur son hood. Le film est rempli de plein de trucs comme ça qui est comme charmant et vraiment juste savoureux. Les scènes d'action, moi je les trouve vraiment très cool. Même si, bon, elles sont peut-être un peu datées, qui ont peut-être mal vieilli. Il n'y a pas de coupure rapide de montage pour nous montrer genre l'intensité du combat. C'est juste du monde qui se tape sa gueule dans un plan super large. Bon, je dis que c'est vraiment cool. Je suis terriblement conscient que 99% des gens vont trouver ça plate à mourir les combats. Mais moi, cette espèce de charme-là, low budget, ça me pogne drette ici. Parlant des scènes d'action, dans la majorité des films de Santo, il y a obligatoirement 2 matchs de lutte dans un ring, dans une arène. La première est toujours à peu près au 1/4 du film pour introduire la coolitude de Santo, donc c'est un match introductif qui a rien à voir avec l'histoire du film. Ces scènes-là sont généralement filmées à l'extérieur du ring dans un plan assez large, avec très peu de variations d'échelle de plan. À partir de peut-être mi-70, fin 70, la caméra commence à rentrer un petit peu plus sur le ring, mais des années 60, c'était pas le cas. Et bon, les combats, c'est pas aussi acrobatique que la lucha libre moderne. Si jamais vous regardez des chaînes YouTube comme la chaîne de lucha libre AAA, c'est une des plus grosses ligues au Mexique qui est vraiment très populaire. Si vous regardez ça, vous allez voir des combats aériens et acrobatiques vraiment, vraiment débiles. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. Puis les règles sont pas tout à fait pareilles. Nous, on est habitués vraiment à des matchs. Mettons, t'as un match, puis celui qui perd, ben perd, puis c'est tout. Alors que dans les films de Santo, un match a 3 rounds, et pour gagner le match, il faut que tu gagnes 2 rounds. Le deuxième combat dans un ring arrive à peu près aux 3/4 du film et généralement n'a pas tant plus rapport que ça dans le film. Souvent Santo est comme dans une intrigue, il a comme battu des gens ou des monstres, puis à un moment donné, il fait comme désolé, il faut que je parte là. Puis là Santo il s'en va faire un match de lutte qu'on voit, on regarde le match de lutte qui dure à peu près genre 15 minutes, 10-15 minutes. Puis après ça, ben, une fois que Santo sort victorieux, ben, le film reprend son cours et l'histoire se poursuit. Personnellement, j'aime beaucoup cette formule-là. Je trouve ça vraiment super drôle. Mais dans Les Femmes Vampires, le deuxième combat dans le ring a un lien avec l'histoire. Juste avant le match, un vampire entre dans la salle de préparation de l'adversaire de Santo et l'attaque violemment. Ensuite, l'adversaire entre sur le ring avec Santo et le combat peut enfin commencer.
Oh, Santo enlève sa cape bénite et se prépare au combat, mais son adversaire mécréant lui saute dessus, il fait une passe de l'araignée, et une espèce de RKO qui est fucking cool. Santo va-t-il s'en sortir? Et qu'est-ce que c'est ça? Un ciseau, mesdames et messieurs, la foule est en délire. Et Santo se venge, un body slam comme personne n'a jamais vu. Pourquoi pas un deuxième body slam? Ah ouais donc, body slam! Personne n'a jamais rien vu de tel. Santo monte dans les cordes, mais qu'est-ce qu'il va faire? Un saut de l'ange, mesdames et messieurs, oui! Oh, Santo se fait attaquer, il se fait faire une passe que je sais pas le nom, mais c'est fucking cool! Santo va-tu survivre à ça? Oh, un coup de karaté dans la face, pourquoi pas? Karaté chop! Oh yeah! Santo est dans la misère! Il reçoit des baffes de l'apocalypse! Et maintenant Santo lui fait le coup de la charrue! Et lui fend le dos comme un crabe! Oh, Santo est de nouveau sur le plancher, mais se venge avec une avalanche de karaté chop! Allez, frappe-moi ça, Santo! Mais là, il y a un concours de force entre les deux. Qui va gagner? Oh non! Un triple boucle piqué, mesdames et messieurs! On n'a rien vu de tel! Santo a de la misère, il se fait frapper à droite et à gauche. Mais wow, un coup d'uppercut, coup de poing d'en face, et le coup de poing béni. Et il revole par-dessus les cordes, c'est du jamais vu. Oh, Santo est par terre, son entraîneur n'en peut plus. Oh non, le mécréant veut lui enlever son masque et lui enlever toute forme de respect. Vas-y Santo, défends-toi, fais quelque chose. Oh, Santo ne se laisse pas faire, et coup de poing dans la gorge, coup de poing dans la gorge. Y a rien de mieux pour replacer les esprits. Et maintenant, un coup du chameau, il l'étrangle et lui casse le dos en 1000 morceaux. Et veut lui enlever son masque pour se venger de l'irrespect. Allez, Santo, enlevez le masque. Oh mon Dieu! C'est un loup-garou! Personne n'a rien vu de tel! Qu'est-ce qu'on va faire? Apocalypse! Sacrifice humain! Chat et chien couchant ensemble! Hystérie collective! Je me suis un peu laissé emporter. Mais avouez que c'était fucking cool. Puis malgré le fait que j'adore le film puis que je veux tellement en parler en bien, j'ai pas le choix de dire que je trouve que la résolution finale est un petit peu facile. C'est quasiment plus un coup de la chance que Santo sort victorieux que dû à ses fantastiques prouesses. Puis la façon que Tundra se fait avoir, je trouve ça un peu poche. Tu sais, je trouve vraiment que l'actrice est super bonne, puis elle est charismatique, puis bon, disons-le, belle comme ça, pas de style de bon sens. Mais tu sais, son personnage est vraiment intéressant, elle se donne à fond, elle fait une super bonne vilaine. Mais tu sais, elle se fait avoir platement. Bon, c'est un peu dommage, mais au moins, on a Santo dans un château gothique qui fait le saut de l'ange sur un vampire. C'est quand même fucking sweet. Puis c'est pas tant un spoiler de dire que Santo sort victorieux puis il sauve la fille à la fin. C'est un peu comme les James Bond. Je veux dire, tu regardes la pochette, tu sais comment ça va finir. C'est juste que tu sais pas comment ça va arriver puis c'est un peu ça qu'on veut voir. Mais bon, je me dis, Santo, dans ce film-là, pas le temps d'être remercié puis d'apprécier la victoire. Il remet la fille dans les bras de son père et s'en va en disant salut dans son char. C'est comme le gars qui est là uniquement pour la justice. Pis ça, c'est fucking cool. Fait que personnellement, je conseille vraiment beaucoup les films de Santo, mais particulièrement celui-ci. Je trouve que c'est une très bonne porte d'entrée pour la franchise, mais également pour tous ceux qui s'intéressent au cinéma en général ou à son histoire, à la culture mexicaine, aux vampires élégants des années 60, à Santo lui-même, aux super-héros ou à la lucha libre. Si vous voulez le voir, vous pouvez le regarder sur YouTube. Il est disponible dans sa version anglaise doublée. La version, bon, le doublage est pas incroyable, mais au moins vous pouvez voir le film gratos de la Motherfuckers. Et vous pouvez le voir aussi dans sa version espagnole originale, mais pas de sous-titres. C'est sûr que YouTube génère des sous-titres, mais bon, c'est pas les meilleurs sous-titres du monde. Si vous voulez vraiment une belle version bien sous-titrée, il faut acheter le DVD. Petite question avant que vous partiez. Au cinéma des curiosités, j'ai tendance à parler majoritairement, en fait, uniquement de films que j'ai vraiment aimés, que j'ai adorés.
Mais je voulais savoir si ça vous intéressait que je parle de films peut-être que je n'ai pas aimé, qui sont weird, qui sont étranges, parce que bon, on est au cinéma des curiosités, mais des films que j'ai moins aimés, etc. Est-ce que vous préférez que je reste dans le positif ou que de temps en temps j'aille un petit peu dans des films un peu weird qui sont pas nécessairement très bons? Réponse en commentaire. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un partage, un abonnement, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine.